Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Outre-mer politique. Il fait partie des hommes qui préparent l'entrée en campagne de Marine Le Pen, la présidente du Front National. Il a le verbe haut et incarne la nouvelle image du parti du Front National. Florian Philippot est l'invité d'Outre-mer politique. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Une question d'actualité pour commencer cet entretien. On connaît depuis hier soir les finalistes de la primaire de la droite et du centre. Juppé, Fillon, votre choix, un commentaire sur ce résultat? À mon choix, ça restera Marine Le Pen, ça ne vous surprendra pas. Moi, je n'ai pas à commenter le choix qui a été fait par les électeurs à cette primaire. Vous aviez demandé à vos électeurs de ne pas participer à ce scrutin? Oui, on leur avait conseillé de plutôt pas y aller, ça n'est pas notre affaire. Et je vois d'ailleurs qu'on a été suivis, puisque je crois qu'il y a moins de 4% des électeurs du Front National qui sont allés voter à cette primaire. Mais moi, j'ai du mal, si vous voulez, depuis le départ, à faire la distinction entre les trois favoris, puisqu'ils ont tous les trois participé au même gouvernement, au même moment du même quinquennat. Et a fortiori, là, le favori, François Fillon, a été le seul et unique Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant tout un quinquennat. Avant même cela, il avait déjà été ministre. Bon, et donc, il partage l'intégralité du bilan de Nicolas Sarkozy. Quant à son programme économique, je crois qu'on va y revenir durant cette campagne présidentielle. Il est très dur, il est très violent pour les classes populaires, pour les classes moyennes. Et c'est l'augmentation de la TVA, ce sont des services publics en moins. Enfin, c'est vraiment un projet que les Français vont découvrir et qui, à mon avis, ne rassemblera pas. Ça brouille néanmoins les cartes de votre côté. Alors, on remarque néanmoins que du côté de l'Outre-mer, c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte. C'est aussi un des autres paradoxes. Oui, j'ai vu cela et effectivement, bah, écoutez, c'est le choix des électeurs outre-mer de cette primaire. Mais ce qui compte maintenant, c'est l'élection présidentielle. On sera sur des populations, des masses de votants beaucoup plus considérables, aussi bien outre-mer que dans le reste du pays, qui sont beaucoup plus considérables que cette primaire. Et maintenant, à partir de dimanche prochain, en tout cas, les cartes sont rebattues. On connaîtra enfin le candidat et on fera une belle et grande campagne sur des enjeux extrêmement clairs et des projets très tranchés, je pense. Et justement, dans les enjeux, il y a les Outre-mer. Alors, place maintenant à la première séquence de cette émission, Vision croisée. Alors, Florian Philippot, on vous a demandé de venir, comme la plupart de nos invités, avec une photo qui incarne votre vision de l'outre-mer. Et vous avez choisi, on va voir la photo ensemble, c'est le bord de mer. Le bord de mer, j'imagine qu'il ne s'agit pas de vos photos de vacances. Non. Alors pourquoi la mer? Alors la mer, si vous voulez, pour une raison simple, c'est que l'outre-mer, c'est une pépite incroyable pour les territoires, pour la France en général, du fait que l'outre-mer, c'est un réservoir immense de talents, de développement économique, de développement stratégique, de développement énergétique qui ne sont absolument pas mis en valeur, et notamment en ce qui concerne l'économie de la mer. Moi, je pense que la France ne se rend plus compte que nous, grâce à l'outre-mer, elle incarne le deuxième espace maritime du monde, un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés derrière les États-Unis. Et cette mer, cette économie de la mer n'est pas mise en valeur. Alors je pense que pour les territoires des Outre-mer, c'est une folie. Pour le pays tout entier, c'est une folie. Il y a des richesses incroyables. On le sait bien sur la désalinisation des eaux, sur les énergies du futur. Il y a beaucoup de choses à faire et on ne le fait pas. Et je crois même que nos compatriotes ne sont pas bien au courant qu'on a cet atout incroyable. Voilà, donc je pense que cette image, elle résume une perspective d'avenir, parce que moi je veux me tourner vers l'avenir pour les Outre-mer et pour la France tout entière. Alors, disons-le franchement, par contre, la deuxième photo que nous avons choisie, celle de la rédaction, n'est absolument pas anodine. Je vais vous montrer un lieu, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Il est inscrit. Il est inscrit. Vous connaissez bien ce lieu, donc Aimé Césaire. Ouais. Alors, pourquoi? On le sait, l'histoire commence en 1987, avec Jean-Marie Le Pen empêché de descendre avec son avion sur le tarmac de Fort-de-France. Alors, Marine Le Pen est partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, part prochainement, donc en décembre, dans quelques jours, à La Réunion, ensuite en Guyane. Est-ce que vous avez envisagé de partir à votre tour en Martinique, aux Antilles? Je crois que Marine Le Pen, justement, elle a commencé sur le terrain sa carrière politique en Martinique. En 87, sur les européennes. Et vous voyez, donc elle a... Alors oui, vous le dites, effectivement, elle va bientôt partir à La Réunion et Mayotte, puis Guyane. C'est vrai que les Antilles, Martinique, Guadeloupe, elle veut y aller. Il faut qu'elle y aille. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle ira quand tout sera mis en œuvre pour qu'elle puisse. Et si vous voulez, il faut qu'elle puisse quand même. Il faut que son avion puisse se poser. C'est la moindre des choses. Alors moi, je sais qu'il y a une immense majorité de la population qui attend sa venue, parce
parce qu'ils veulent connaître logiquement son projet, son programme, ce qu'elle a à proposer. Mais il ne faudrait pas que les toutes petites minorités un peu activistes empêchent cette démocratie de s'exprimer. Mais on n'a pas besoin d'aller outre-mer. Moi, demain, je fais une conférence à Sciences Po Paris. J'ai appris qu'il y avait une manifestation de gens qui sont profondément antidémocrates, qui veulent empêcher même le débat. Je pense que c'est pas sain. Moi, il y a des gens avec qui je suis en désaccord profond, mais je suis toujours favorable au débat et à l'expression démocratique, à l'expression publique. Je n'ai pas de doute sur le fait que Marine Le Pen pourra aller en Martinique ou en Guadeloupe. Alors, on va à présent parler de la jeunesse avec l'enquête Génération Watt qui permet aux jeunes ultramarins de faire entendre leur voix sur des sujets aussi variés que le chômage ou les inégalités. Ce soir, ils répondent à la question qui, pour nos aînés, a un petit air de Bumidum, le Bureau des migrations des départements d'outre-mer. Est-ce que c'est bien la France? Pourrais-tu être heureux sans vivre en France? Je dirais non. Sans vivre en France, oui. Sans vivre en Guadeloupe, ça va être plus difficile, je pense. Ouais, on pourrait être heureux sans vivre en France. Il n'y a pas la France qui a le monopole du bonheur, quand même. Moi, je préfère rester ici en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis heureuse ici, dans mon pays. C'est à toute la famille ici. Oui. Ouais. Ici, on vit beaucoup en collectif. Moi, je suis heureux. Mais quand même, voilà. Et malgré les problèmes qu'on a, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être né français. Pour moi, vivre en France, on a juste la chance d'habiter dans un beau pays. Mais pour moi, il est mal dirigé. Il faut reconnaître en France quand même par rapport à d'autres pays, on vit pas mal bien. Mais c'est pas impossible de bien vivre dans un autre pays. Ouais. Non mais on est bien ici, hein, franchement. Pour la c'est dur. Les temps sont durs, mais on est obligé de faire avec. Hein. Alors Florian Philippot, finalement, c'est pas si mal la France, ou est-ce qu'il compte c'est d'être français? Mais c'est magnifique la France, c'est superbe la France. Je suis très heureux d'entendre ces personnes qui expriment leur bonheur de vivre en France. Mais c'est vrai qu'en même temps, tout le monde est lucide. La France est mal gouvernée et mal dirigée depuis très longtemps. Ça ne date pas d'ailleurs du quinquennat de François Hollande, alors qu'on a des richesses incroyables, il y a un bon vivre, il y a un bien vivre en France. Et voilà, écoutez, c'est tout le défi de cette élection présidentielle. Il faut se retrousser les manches tous ensemble et puis se redessiner un avenir qui sera plus digne de notre beau pays. Alors, à présent, on va aborder une autre séquence à un autre moment de cette émission, c'est l'outre-mer en 2 mots. Et dans l'outre-mer, en 2 mots, c'est avec Célia Cléry qui va venir nous rejoindre. Nous allons parler un petit peu des questions sur votre programme. C'est ce sur quoi Célia Cléry va vous interroger. Bonsoir Célia. Bonsoir Philippot. Alors, on va d'abord parler de votre mot. Votre mot à vous, c'est le mot cœur. Alors, est-ce que c'est une déclaration d'amour à l'outre-mer? Depuis tout à l'heure, on a le sentiment quand même que c'est ce que vous faites. Oui, c'est une déclaration d'amour à l'outre-mer et à la France en général. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une déclaration d'amour. Et je crois que c'est au-delà de... Parce que la politique, si vous voulez, c'est pas que des chiffres, on l'oublie un peu, notamment avec ces primaires qui nous ont plongés dans des débats techniques. La politique, c'est d'abord aussi du cœur, des convictions et de l'amour qu'on essaie pour son pays, qu'on essaie de faire passer, parce que je crois que c'est le meilleur carburant de l'action politique. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, si on n'aime pas son pays, son territoire, alors il faut plier bagage et il faut arrêter. Loin des yeux près du cœur, pour vous les non, oui, mais peut-être aussi, mais je pense que d'abord et avant tout, il faut faire de la politique avec le cœur. Et puis, c'est un autre sens, le mot cœur. La politique avec le cœur, pardon. Attendez, juste finis pour que ce soit bien complet. Le mot cœur, ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de considérer que certains territoires français seraient en périphérie. C'est ça, vous considérez complètement que vous avez un lien affectif avec les Outre-mer au Front National. Marine Le Pen, quand elle l'évoque, elle parle aussi de Jacques Chirac. Elle dit que c'est le dernier président à avoir un amour sincère pour l'Outre-mer. C'est son modèle en politique? Pour l'Outre-mer, en tout cas? Pas sur tout. Vous le savez, mais sur l'outre-mer, en tout cas, clairement, Jacques Chirac a été un président qui a eu un intérêt réel et je pense très sincère. Je pense très sincère pour l'outre-mer. Est-ce que c'est pas une façon aussi de capter son héritage et de faire un appel du pied aux électeurs ultramarins qui sont restés très chiraciens peut-être dans l'âme? Non, honnêtement non, parce que de notre côté, on va en mécontenter d'autres qui nous diront Jacques Chirac, on ne l'aime pas pour telle ou telle raison, vous savez. Donc non, je pense que c'est une analyse qui est sincère, qui est juste lucide et que peuvent faire beaucoup de gens. C'est vrai qu'on a considéré que l'outre-mer était un peu en périphérie, il a été délaissé clairement, notamment après les mandats de Jacques Chirac. Or, moi, il suffit de regarder le rang protocolaire du ministre des Outre-mer, il est toujours très très bas depuis des années. Il faudrait le rehausser. Il faut le rehausser. Il faut le rehausser et il faut même, si vous voulez, moi je pense que le chef de l'État, le président de la République, ou je l'espère la présidente de la République, préside tous les 6 mois, 2 fois par an, un grand conseil interministériel des Outre-mer.
Oui, en Outre-mer. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, et on pourra varier selon les territoires, qu'on s'intéresse selon tous les angles, l'éducation, l'emploi, l'immigration, etc., à ces problématiques. Parce qu'on sait que Marine Le Pen, son grand dessein pour l'Outre-mer, c'est un grand ministère de la mer et des Outre-mer. Elle partage ça avec Karine Claireau et Annick Girardin, qui elles sont de gauche et qui sont de Saint-Pierre et Miquelon. Ça veut dire que la mer, finalement, ça sera votre point d'ancrage pour l'Outre-mer? Tout va passer par là? Tout passera pas, il n'y a pas que cela, il y a des questions de tourisme en elle-même, il y a des questions de développement économique, d'éducation, peut-être qu'on y reviendra, d'immigration clandestine, notamment, on sait bien, à Mayotte et en Guyane, mais la question de la mer, j'en parlais au tout début de l'émission, elle est fondamentale, parce que c'est vraiment un gisement d'emploi absolument considérable. C'est un gisement d'emploi qualifié, c'est un gisement d'emploi du futur, c'est un gisement d'écologie, d'environnement. Et que la France ne bénéficie pas, n'utilise pas cet atout incroyable que représente cet espace maritime, moi c'est quelque chose qui me dépasse. Puis dans la mer, il y a aussi, il faut lutter contre, vous savez, le débauchage de nos ressources halieutiques. Il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que la mer dans la vie. On parle d'un grand plan pour les Outre-mer qui sera en élaboration au Front National. On parle de lutte intransigeante contre l'immigration, de retour de l'État stratège, de patriotisme économique. Ça veut dire quoi, tous ces mots-là? Ce sont des mots, d'ailleurs, qu'on applique à l'Outre-mer comme on l'applique à l'ensemble du territoire national. Quand je parle, par exemple, nous parlons d'État stratège, ça veut dire que, par exemple, en matière touristique, on voit bien qu'on ne profite pas assez d'un tourisme qui est en grand développement. Si je pense, par exemple, au Pacifique, si je pense, par exemple, aux croisières, si je pense, par exemple, au tourisme de luxe ou de haut niveau, là, on a l'impression que les territoires français restent un peu en dehors. Parfois même, en Polynésie française, le tourisme régresse, il est plutôt en baisse depuis une dizaine d'années. Là, s'il n'y a pas d'État stratège pour dire, attendez, il faut faire la continuité territoriale, les dessertes aériennes, il faut faire en sorte qu'il y ait un grand plan d'hôtellerie, de construction de chambres d'accueil. Si on fait pas en sorte de développer telle ou telle niche industrielle aussi, qui pourrait être extrêmement rentable en termes d'emploi, il n'y a pas que l'économie de la mer, il y en a d'autres. Si on n'a pas un plan d'État stratège pour mettre l'éducation nationale à niveau, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus encore, malheureusement, d'échecs scolaires outre-mer que dans le reste du territoire national. Alors à quoi sert l'État? Je veux dire, à quoi sert l'État, si ce n'est à communiquer, à faire de la communication? C'est pas cela le rôle de l'État. On va continuer à décliner votre projet dans quelques secondes, hein. Mais après votre mot, celui de la rédaction, c'est le mot repentance, un mot qui n'est pas, franchement, j'ai envie de dire, dans le vocabulaire du Front National. Non, ça n'est pas dans notre vocabulaire, parce que je pense que, moi je préfère toujours regarder, si vous voulez, je pense qu'on se construit sur ce qui est beau, ce qui est grand. Ce qui est positif, dit Marine Le Pen. Ce qui est positif, parce que sinon, l'histoire de l'Outre-mer, comment elle s'inscrit dans le positif dans cette histoire nationale? Pardon? L'histoire de l'Outre-mer, comment elle s'inscrit dans le positif dans cette histoire nationale? Je vous dis d'abord parce que l'Outre-mer, l'Outre-mer a offert à la France un président du Sénat. Parce que le 10 mai, c'est quand même... Un Premier ministre qui est né à La Réunion. Des poètes, des écrivains, des sportifs, des industriels. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement positif. La preuve d'ailleurs, c'est que vous interrogez, vous faites des sondages à l'heure actuelle dans les territoires, les départements, régions, territoires. Enfin, d'ailleurs aussi, ça devient compliqué. Tous les l'évolution la question institutionnelle devient très compliquée. Vous voyez que très majoritairement partout, tout le monde veut rester français. Mais le 10 mai, c'est important. C'est Jacques Chirac qui l'avait instauré d'ailleurs. C'est la mémoire des victimes de l'esclavage. Ça n'empêche rien. Marine Le Pen au pouvoir. Moi, je ne confonds pas. Le 10 mai. Non, pas du tout. On maintient le 10 mai. Je ne confonds et nous ne confondons pas la mémoire et la repentance. La repentance, c'est-à-dire que tous les matins, on se fouette le dos en disant on est méchant, on est mauvais, etc. Oui, il y a eu des zones d'ombre dans l'histoire de France. On sait, on est obligé de prendre aussi. Mais il y a beaucoup de zones d'éclat et il y a surtout un avenir à construire pour demain. Et je crois qu'il faut qu'on regarde demain, parce que sinon on va avoir de grandes difficultés. Pour demain, notamment la question des réparations, pour ou contre? Parce que chez les plus jeunes aussi se pose la question de la réparation. Non, moi je pense que... Enfin, je sais pas ce que vous mettez derrière réparation exactement. Vous mettez derrière réparation? Non, si je refuse la repentance, je ne vais pas aller dans le sens de réparation. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas entretenir des sentiments qui pourraient créer de la division, qui pourraient créer des sentiments négatifs. Moi, je pense qu'il faut entretenir cette mémoire, il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit enseignée outre-mer et ailleurs. Mais en même temps, il faut quand même qu'on se dise, allez, on est un grand pays, on est un pays divers, et il faut qu'on regarde l'avenir ensemble. Il y a une affiche qu'on va voir, trois couleurs, un empire. C'est une affiche qui date des années 40, au temps du secrétariat d'État aux colonies. Alors certes, l'empire colonial n'existe plus, mais on a pu apercevoir cette affiche sur le
site du Front National Jeune, Florian Philippot. Quelle place vous faites justement pour les descendants de colonisés dans la France de Marine Le Pen? Oui, enfin, je pense que c'était un ancien temps. C'était d'un ancien FNJ, oui. En tout cas, elle a été un temps présente sur ce site. Peut-être par le passé. Mais il y a une nostalgie de l'Empire? Non, il n'y a pas de nostalgie de l'Empire. D'ailleurs, je ne confonds pas du tout l'outre-mer avec ce qui a été la colonisation. Enfin, je pense que ce sont deux phénomènes totalement différents. L'outre-mer, c'est la France, totalement. Il y a eu la décolonisation qui était le sens de l'histoire, ce qui ne nous empêche pas de vouloir développer ensemble maintenant la francophonie. On a fait récemment avec Marine Le Pen une grande convention sur justement la mer, la francophonie, la culture, où il a été question aussi d'ailleurs d'outre-mer. Bien sûr on a le devoir de développer des liens très forts, y compris pour régler certains problèmes. On sait bien que s'il n'y a pas de développement, notamment de l'Afrique, alors on va continuer à avoir une misère intolérable et des flux migratoires intolérables également vers l'Europe et vers la France. Donc on a des choses à faire en commun, mais l'Empire, c'est le passé. Florian Philippot, à propos du regard que l'on porte les uns sur les autres, je vous propose de voir un extrait du film Première étoile et on en parle tout de suite après. Il y a une drôle de voiture garée devant la maison. Elle est pleine de noir. T'as jamais vu de noir? Cette altitude, c'est plutôt rare. Bonjour. Bonjour. C'est pour la location. René ne m'avait pas dit que vous étiez 5. Alors, Première étoile, déjà sorti, un film de Lucien Jean-Baptiste, réalisateur guadeloupéen. Mais, alors, ok, c'est de la comédie, mais ne nous voilons pas la face, ces préjugés existent bel et bien. Est-ce que vous comprenez que ce type de comportement puisse choquer les citoyens d'outre-mer? C'est un film, c'est une comédie. Cette situation, évidemment, on sait que c'est une comédie, mais on sait que ce genre de préjugés existent. Alors, moi, je vais vous dire, honnêtement, qu'il y ait du racisme et même des racismes aujourd'hui. Le racisme structurel, certainement. Oui, mais il y en a dans tous les sens, des racismes. C'est un problème qui est, à mon avis, lié à la société multiculturelle, multicommunautaire qu'on a importé du modèle américain, qui n'était pas conforme au modèle républicain français. Et ça génère des tensions, des conflits, parfois des formes de racisme, dans tous les sens, d'ailleurs. Mais, Dieu merci, je crois que le peuple français est un peuple qui est tout sauf raciste. Il l'a montré dans son histoire. C'est un peuple qui a pour tradition l'assimilation républicaine et qui ne regarde pas l'origine, la religion, la couleur de peau, les orientations sexuelles ou je ne sais quoi. C'est un peuple de citoyens. Voilà, on a une définition qui est héritée de la Révolution française où on est des citoyens. Eh bien, demeurons des citoyens et refusons le communautarisme. Derrière la citoyenneté, il y a aussi pour l'outre-mer, en tout cas, le lien institutionnel avec la République. Alors, il y a eu un récent comité des signataires qui respecte l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa pour la Calédonie et l'autodétermination. Est-ce que la Calédonie, pour vous, elle doit impérativement rester française? Bien sûr. Bien sûr, nous sommes très très attachés. Vous êtes prêt à dialoguer avec les indépendantistes? On dialoguera dans la mesure de ce qu'il faut pour assurer que la Nouvelle-Calédonie et le reste de la France forment encore un seul et même pays qui s'appelle la France. Avec 2 drapeaux? Nous sommes très attachés à ce que l'ensemble des territoires, collectivités, départements, régions, collectivités uniques restent françaises, parce que je crois que c'est le souhait de la majorité des populations. Si un jour vous aviez vraiment dans un territoire une majorité de la population qui disait on n'en peut plus, on ne veut plus être français, on veut se prendre en main, etc. Écoutez, on ne va pas aller contre la volonté, mais ça n'est absolument pas le cas. Et nous regardons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors, puisque nous parlons également du lien institutionnel et également de l'évolution statutaire, il y a une BD justement en ce moment de l'actualité où il est question de rapport entre la République et les Outre-mer. Cette BD, c'est le tome 2 de La Présidente. Vous l'avez lu déjà? Non, pas encore. Donc je sais que le tome 2 est sorti. Voilà, ça vient de sortir. C'est écrit par François Durper et c'est de la politique fiction. Mais est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'il y a un questionnement quant à l'appartenance des Outre-mer vis-à-vis de l'ensemble national? À un moment, il y a une évocation, la Présidente. Le titre est déjà... C'est ce qu'on appelle surfer sur les peurs. On nous dit que c'est nous qui surfons sur les peurs. Je crois que ce sont nos adversaires qui surfent sur les peurs. Ça reste quand même sur une réalité. Et à un moment, il y a comme un possible largage des Outre-mer pour certains. En tout cas, dans la politique fiction. Alors, c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est notre projet. C'est Marion Maréchal Le Pen qui l'évoque dans la bande dessinée. Elle dit finalement, c'est les Outre-mer qui veulent devenir indépendantes parce que Marine Le Pen est présidente et les Antilles notamment ne s'entendent pas avec la présidence de Marine Le Pen et sa conception des Outre-mer dans la République. Marion Maréchal Le Pen, du coup, évoque un largage. Vous disiez à l'instant que chacun pourrait choisir finalement son statut. Oui, mais on pourrait aller jusque-là. Quand vous regardez dans les enquêtes d'opinion,
c'est pas du tout le choix qui est exprimé et c'est pas du tout notre conception. Au contraire, nous souhaitons que l'ensemble des territoires d'outre-mer soient totalement dans la République. Mais si voilà. On est plus, si vous voulez, on est plus favorable au développement de l'article 73 de la Constitution que l'article 74. L'article 73, c'est plutôt l'identité législative. L'article 74, c'est plutôt l'autonomie. Alors bien sûr qu'il y a toujours des particularités insulaires, qu'on fera pas tout à fait la même chose sur les territoires métropolitains que sur les territoires d'outre-mer. Mais je veux dire, cette identité législative, cette assimilation à la République, elle est tout à fait souhaitée par les territoires d'outre-mer. Et au contraire, non seulement on ne va pas larguer, abandonner l'outre-mer, on reviendra sur une vraie politique de développement. Une politique de développement culturel, d'éducation, d'emploi. Je crois que l'emploi, c'est la clé de beaucoup de choses. De règlement des problèmes d'insécurité. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'on tranchera avec des présidents qui ont complètement largué et eux abandonné. Quand est-ce que François Hollande, quand est-ce que Nicolas Sarkozy ont parlé d'outre-mer, si ce n'est 3 semaines avant les campagnes et les votes et les élections. François Hollande a fait le tour des outre-mer pendant son quinquennat. Oui, mais quand est-ce que, si vous voulez, il vient devant l'ensemble des Français en disant voilà mon projet pour le développement des outre-mer. Et quand est-ce que Marine Le Pen le fera ? Là, elle part dans quelques jours, et puis elle a un grand projet pour l'outre-mer. Nous avons même créé un collectif qui est une ONG maintenant qui s'appelle le COMEF, collectif Mer et Francophonie, qui traite notamment aussi des questions liées à l'outre-mer. Je crois que franchement, cet engagement, il est peu commun dans le reste de la vie politique française. Justement, on va rester sur l'évolution statutaire, puisque notre confrère de Guyane Première, José Charles Nicolas, a une question à vous poser. La Guyane, terre d'Amazonie, le plus grand département français, vous le savez aujourd'hui, cultive les paradoxes, des ressources naturelles en abondance et pourtant plus de 55% des jeunes de moins de 25 ans sont aujourd'hui au chômage. Ajoutez à cela une insécurité galopante due à une situation économique et sociale très préoccupante. Alors n'est-il pas urgent aujourd'hui de revoir le statut de la Guyane, une évolution statutaire de notre département pour une meilleure autonomie de gestion n'est-elle pas aujourd'hui souhaitable? Ce n'est pas le choix qui a été fait par les habitants de la Guyane. Et quand il leur a été demandé d'aller vers plus d'autonomie, ça a été refusé. Voilà, donc je crois que le débat il est clos. Au contraire, ils ont souhaité rester dans. Je parlais de l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire de rester complètement arrimé à la République française. Moi, je pense que c'est le choix populaire, il faut le respecter. Après, les problèmes qu'évoque monsieur sont tout à fait exacts, problèmes d'insécurité. On sait qu'en Guyane, il y a de gros problèmes d'immigration clandestine. Donc il faut que nous retrouvions. Comment vous faites avec des frontières naturelles qui sont des frontières poreuses? Si vous voulez, nous, on est favorable à ce que les effectifs de la PAF et les effectifs de toutes les forces de l'ordre en général qui luttent contre l'immigration clandestine soient considérablement augmentés. Parce que là, on voit bien qu'elles n'y arrivent plus. Et je crois qu'il faudra aller en même temps vers la suppression du droit du sol. La suppression du droit du sol me semble être une clé, un signal envoyé, parce qu'aujourd'hui, en Guyane, à Mayotte, mais les Antilles ne sont pas non plus totalement épargnées. Mayotte doit rester un département sur le statut de Mayotte, justement. Oui, Mayotte doit rester un département. Non. On a vu Marion Maréchal Le Pen, il y a un tweet où elle disait que finalement Nicolas Sarkozy avait un petit peu lâché Mayotte en faisant un département. Est-ce que c'est une vision moi, je ne pense pas du tout qu'on lâche. Au contraire, il y a eu un vote. Quand on devient département, on devient, on s'arrime encore plus à la République. Donc moi, en tout cas dans le projet du Front National, le projet de Marine Le Pen, oui, la départementalisation. Après, elle doit être gérée. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et il y a évidemment des problèmes. Et notamment à Mayotte, il y a l'immense problème de l'immigration clandestine, puisqu'il y a un nombre considérable d'étrangers qui vivent sur le territoire, et parmi ces étrangers, une grande majorité de clandestins. Donc ça pose des problèmes pour le système éducatif, ça pose des problèmes pour le développement, pour l'insécurité, pour le développement de l'emploi. Voilà, mais remettre l'État régalien dans toute sa présence sur ces territoires confrontés à l'immigration clandestine, à l'insécurité, ça me semble aussi être le service qu'on doit rendre à tous nos compatriotes. Merci beaucoup Célia Kéry pour toutes ces questions. Florian Philippot, nous allons revenir à la réalité pour quelques précisions sur vos options économiques. Direction La Réunion avec Patrick Servaux qui œuvre à la promotion de son île. Monsieur Philippot, bonjour. Vous savez que le tourisme constitue l'un des piliers de l'économie des Outre-mer, en particulier à l'île de la Réunion, où nous sommes la première activité à l'exportation pour notre département. Je voudrais savoir quelles sont les pistes de développement que vous pourriez nous proposer. Alors, Florian Philippot, le tourisme, une manne importante pour les Outre-mer. Alors, est-ce que c'est compatible avec la politique de votre grand ministère de la mer et de celui de l'Outre-mer ?
Oui, totalement. Je crois que c'est un des points très importants. Il ne faut pas enfermer les Outre-mer dans le simple tourisme, bien sûr, mais c'est incontestablement un gisement de richesse et d'emplois considérable qui est sous-exploité. C'est pas moi d'ailleurs qui le dis, il y a eu un rapport de la Cour des comptes de février 2014, il me semble, sur le tourisme outre-mer et qui explique qu'il est complètement sous-exploité pour beaucoup de raisons qui tiennent d'abord à un manque d'ambition. Donc je pense que ce grand ministère, il est indispensable de ce point de vue-là. Il faut qu'il y ait une ambition, il faut qu'il y ait un cap, et c'est ce qui manque. Ensuite, il y a des problèmes de liaison aérienne qui sont pas forcément évidentes. C'est le problème général de la continuité territoriale qui devra être résolu, et ça, il faut un État stratège. Et puis on voit bien que aujourd'hui, au total, le tourisme outre-mer, c'est 1 500 000 touristes par an à peu près. C'est beaucoup trop peu par rapport à ce que au potentiel incroyable. Il faut développer la capacité hôtelière, il faut développer le tourisme haut de gamme, de luxe. Quand je vois que la Polynésie a perdu 500 chambres depuis 2008, je trouve cela aberrant. Donc là, vous faites un éventail. La première mesure concrètement de Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, en destination des Outre-mer et en matière touristique? En matière touristique, je pense qu'il va falloir prendre l'ensemble des compagnies aériennes, privées ou publiques, qui desservent l'ensemble des Outre-mer, regarder ensemble, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser les prix, pour augmenter les cadences, pour rendre les offres plus connues, plus attractives pour tout le monde. Parce que c'est la clé, il faut d'abord s'y rendre. Il n'y a pas de tourisme si on ne s'y rend pas. Je sais qu'il y a d'ailleurs un problème aussi avec les croisières qui se développent dans les océans Indien, Pacifique. Et les territoires français en bénéficient très très peu. Là aussi, il y a une anormalité qu'il va falloir régler. Et on va régler énormément de choses. En tout cas, ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité politique outre-mer, c'est le panorama politique. Bonsoir Laurence, installez-vous. Alors Laurence, semble-t-il, du côté de Saint-Martin, on va changer de dimension. Oui, et je vais vous parler du futur maître du monde, car comme vous le voyez, il est ultramarin, enfin presque. Donald Trump est presque Saint-Martinois. Regardez sa résidence de luxe, le château des Palmiers, 5 000 € la nuit, 5 nuits minimum. Alors, ce n'est ni pour vous ni pour moi, Thierry. Alors, être héritier, posséder des châteaux et se dire le porte-parole du petit peuple. Florian Philippot, c'est compatible pour vous ? Ça, c'était aux Américains de trancher cette question-là. C'est démagogique, non mais... Je crois qu'il n'a jamais caché sa fortune. À la limite, c'est peut-être elle aussi qui l'a rendu libre. Voilà, il a été libre, au moins, contrairement à sa concurrente Hillary Clinton, il n'était pas financé par Wall Street, par les grandes multinationales, peut-être parce qu'il avait... Malheureusement, c'est le système américain où les campagnes électorales coûtent $1 milliard. C'est aussi un peu le cas en France. Oui, mais on a des règles Dieu merci, des règles de financement. Et nos campagnes électorales, sauf Big Malion, j'enlève Big Malion, pour ceux qui respectent la loi en tout cas, nos campagnes électorales sont plutôt à 10-12 millions d'euros quand on va au second tour, que 500 millions de dollars ou $1 milliard. Pour le reste, moi je jugerai la politique de Donald Trump sur ce qu'il fera au bénéfice de la France. C'est pas son but, mais moi je regarde à l'aune de ce qu'il fait. Et par exemple, le fait qu'on n'ait pas, grâce à lui, le traité transatlantique, le fameux TAFTA, est une bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que c'était les OGM, le bœuf américain, et c'était encore plus de difficultés pour notre agriculture, pour notre pêche, qui aurait été mise en concurrence déloyale. Alors Donald Trump qui a reçu une lettre de félicitations de Gaston Floss pour cette brillante élection. Il lui rappelle qu'il l'avait reçue dans son bureau de sa Trump Tower. Alors, on y apprend qu'il est lui aussi en campagne pour les élections présidentielles de la Polynésie française en 2018. Alors petit rectificatif, en 2018 se tiendront des élections territoriales en Polynésie française, sauf si elle devient indépendante d'ici là. Et bien à ce moment-là, il pourra aspirer à devenir l'alter ego de son cher ami Donald Trump. Paul Vergès est décédé il y a quelques jours. La Réunion tout entière lui a rendu hommage autour de sa famille. Je te dis adieu, mon très cher père. Nous te disons adieu, cher père, grand-père et arrière-grand-père. L'ensemble de la classe politique a salué sa mémoire, y compris dans vos rangs, le sénateur David Rachlin. Et dans ce concert de bienveillance, une fausse note, un tweet de Jean-Marie Le Pen. Alors, je le cite, le sénateur Paul Vergès, un parti communiste, enseveli sous les hommages, tueur d'Alexis de Villeneuve, 1946, sur les marches de la cathédrale de Saint-Denis. Alors, Alexis de Villeneuve, tué en pleine campagne pour les élections
élections législatives à La Réunion en 1946. Alors, Jean-Marie Le Pen vient d'être exclu de votre parti, le Front National, mais il reste votre président d'honneur. Alors, même si vous le répétez, vous le savez, Jean-Marie Le Pen sera le grain de sable dans votre campagne. Comment allez-vous le gérer? Bon, vous dites qu'il vient d'être exclu, il a été exclu il y a 15 mois. C'était en août 2015 et que la justice a confirmé. Oui, l'exclusion, grande victoire, mais que la justice ajoute, il reste président d'honneur, c'est complètement aberrant. Chacun comprendra qu'on ne peut pas être président d'honneur tout en étant exclu d'une association. Bon, on n'a pas à le gérer, il n'est plus dans nos rangs, il n'est plus au Front National, il se déclare comme adversaire du Front National, donc c'est son affaire. Voilà. L'ancien ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, avait quitté le gouvernement dès septembre, en même temps qu'Emmanuel Macron, pour retourner auprès de ses électeurs. Georges-Paul Langevin qui a donc appliqué ce dicton. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Et alors, la députée a déjà annoncé officiellement sa candidature aux élections législatives. Alors, et vous, êtes-vous prêt pour ces élections législatives? Aurez-vous des candidats partout outre-mer? Oui, nous aurons des candidats partout outre-mer et partout en France. Bien sûr, on s'est bien préparé déjà. Nous avons préinvesti beaucoup de candidats qui seront confirmés. Voilà. Et l'objectif, c'est évidemment aussi d'avoir une majorité patriote, une majorité d'amoureux de leur pays dans notre Assemblée nationale. Vous avez des noms comme Juvénal Rémire, semble-t-il, qui serait candidat sur la liste du Front National. Vous pouvez le confirmer? C'est beaucoup trop tôt pour que je vous confirme ou je vous infirme quoi que ce soit, parce que les commissions nationales d'investiture finissent de se réunir et qu'il y aura ensuite la phase de confirmation des candidatures. Alors, au niveau des 500 signatures, est-ce que vous avez des parrainages qui proviennent des Outre-mer? Alors, nous avons une large partie maintenant des parrainages qui sont le fruit de nos propres élus, ce qui est une nouveauté, parce qu'entre-temps, nous avons considérablement accéléré notre ancrage local. Donc, nous n'aurons plus, a priori, ce problème des signatures, mais il nous en manque encore forcément un petit peu. Je ne sais pas, à l'heure actuelle, puisque je ne suis pas en charge de ce dossier-là au Front National, si des signatures viennent d'outre-mer ou pas, mais j'imagine que les communes d'outre-mer sont également démarchées, bien sûr, parce que c'est une exigence démocratique que chacun puisse se présenter. Je dis ça pour Marine Le Pen, mais je le pense aussi pour quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, comme Jean-Luc Mélenchon. Je pense que tous ceux qui incarnent quelque chose doivent pouvoir être candidats à l'élection présidentielle. Donc la course aux 500 signatures se poursuit et continue. Alors c'est la tradition dans cette émission, nous allons nous dire au revoir avec le dessin de notre confrère François Gabour, dessinateur de presse et auteur de la BD Georges. Il nous écoute depuis le début de l'émission, voyons tout de suite ce que nous lui avons inspiré. Alors on voit le dessin, c'est donc pas bleu outre-mer, mais c'est bleu marine. Bleu marine n'est pas mer, bleu outre-mer. Voilà. Oh, donc qu'est-ce que ça vous inspire? Parfois, vu d'outre-mer, la bleue a des... La mer il a nous des... regarde depuis la Martinique. Oui, mais parfois, vu d'outre-mer ou de Martinique, alors, la mer a des tonalités bleu marine. Je crois que ça aura marqué tout le monde. Moi, je pense que l'ensemble de la communauté nationale, soit outre-mer ou pas outre-mer, aura envie de changer, aura envie de changement, aura envie de se relever, aura envie de faire France à nouveau. Et ce mouvement-là, il va traverser, je pense, l'ensemble des départements, des régions, des collectivités de France. Donc, on dirait que c'est le mot de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, fin de cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur les réseaux sociaux. Prochain numéro d'Outre-mer Politique le 19 décembre. Bonne soirée et merci à tous.